queer. Against the World. Le Cajofol. Brokeback Mountain. À Sadebrère. C'est par où Créteil-Soleil, s'il vous plaît? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ronan au théâtre. J'improvise cette petite vidéo, je viens d'arriver à Londres, je suis en train de prendre un super breakfast. Et en fait j'ai 3 super spectacles à voir pendant ce séjour londonien. Et je me suis dit mais si je vous emmenais avec moi. Suivez-moi pendant ces 3 journées à Londres, ça va être très Queer. très important de try both ways. Après ce petit déjeuner, je vous embarque pas très loin de Saint-Pancras dans la meilleure librairie londonienne qui nous rappelle un petit peu les mots à la bouche qu'on peut avoir à Paris. Et c'est juste ici, Against the World. J'ai évidemment totalement craqué. Ce qui est très compliqué quand on va dans une librairie anglophone, c'est de ne pas racheter des livres qu'on a déjà chez soi en français. Par exemple, j'ai failli acheter Dancer from the Dance de Andrew Leran, que j'ai déjà sous le titre du Danseur de Manhattan, tout simplement parce que les couvertures ici sont magnifiques. Sur celle-ci, c'était une photo, un Polaroid de Tom Bianchi à Fire Island, et j'ai failli vraiment succomber au bouquin, mais bon, je l'ai déjà lu, donc c'est un peu con. Quand même, les auteurs français sont très bien représentés, que ce soit Didier Ribon, Philippe Besson, Édouard Louis, et puis évidemment Jean Genet, Hervé Guibert, Guillaume Dustan. Dans les bouquins que j'ai achetés, j'ai craqué, je suis arrivé en caisse, je l'ai vu et j'ai tout de suite craqué. C'est A Little Life, qui est une pièce de théâtre adaptée du roman de Anya Yanagihara, qui est apparemment un best-seller dont je n'avais jamais entendu. Oh, British Museum. We have scary things to do. Je vais voir ce spectacle. Je quitte cette rue, on peut absolument pas parler. Et donc ce livre, ce roman qui a été adapté par Ivo Van Hove, et j'étais même pas au courant. Hello London. Non, je n'irai pas voir Mrs. Doubtfire, the musical. Je sors du tumulte de Camden Town, où clairement je recommande de ne pas aller à cet horaire et en pleine chaleur en tout cas, parce qu'avec toutes les odeurs de cuisine et la chaleur des cuisines et le monde autour, je vais me prendre une petite suée. Et je me dirige tranquillement en longeant le canal. Par contre là c'est hyper sympa. Je me dirige vers Regent's Park, où j'ai hâte, mais alors hâte de découvrir La Cage. C'est son petit surnom, La Cage aux Folles. Évidemment, c'est adapté de la pièce de Jean Poiret, mise en scène par Pierre Mondy à l'époque et immortalisée par Michel Serrault, qui a eu droit à sa version cinématographique ensuite. C'est pas parce que nous jouons une revue de travesti qu'il n'y a pas une situation dramatique, mon petit gars. Et malgré les clichés de cette pièce, malgré le fait que ce soit 2 hommes cis hétérosexuels qui incarnent ces 2 personnages avec beaucoup de caricatures, malgré tout ça, il y a 2 artistes gays new-yorkais qui ont décidé de s'en emparer pour en faire une comédie musicale. Il s'agit de Harvey Fierstein, On dit Harvey Fierstein. pour le livret, et Jerry Herman pour la musique et les paroles. J'adore l'ambiance de ce canal, parce que Harvey Fierstein, son leitmotiv, ça a toujours été Visibility at any cost. I like the cissy. Is it used in negative ways? Yeah, but my view has always been visibility at any cost. Peu importe que les représentations de l'homosexualité soient négatives, soient caricaturales, c'est de la visibilité. Et à cette époque, c'était important. Il faut quand même se dire que La Cage aux Folles, à Broadway, c'est la première fois qu'une pièce met en scène comme personnages principaux un couple homosexuel, un couple de 2 hommes. Alors bien sûr, il y a eu quelques changements par rapport à la pièce, notamment l'entrée du cabaret, de la scène où performent les artistes. Là où dans la pièce de théâtre, on est uniquement dans l'intimité du couple, dans les coulisses, où on ne va jamais sur scène. Dans la version comédie musicale, évidemment, on ne se prive pas des plus grands numéros de cabaret, on va à l'intérieur du cabaret qui s'appelle donc La Cage aux Folles. Je mets une petite casquette parce qu'il cogne de circonstances. La Cage, ça s'est créé en 1983 à Broadway, 10 ans après la création de la pièce française en 1973, qui a joué plusieurs années sans interruption en France. Ça aura le même succès puisque ça jouera pendant 4 ans sans interruption à Broadway. Ça sera repris 20 ans plus tard à Broadway encore, ça partira en tournée dans toute l'Amérique et ça sera adapté dans plus de 13 pays. Il faut savoir que c'est un spectacle qui a remporté énormément de Tony Awards. Le Cajofol. Arthur Lawrence for La Cage. George Hearn. Le Cajofol. Et pas étonnant puisque Harvey Fierstein avait déjà remporté 2 Tony Awards pour sa pièce The Torch-Song Trilogy. Et Jerry Herman, c'est nul autre que le compositeur des plus grands divas musicals comme
Hello Dolly. D'ailleurs, on verra que dans la mise en scène originale de La Cage aux Folles, il y a pas mal de ressemblances avec Hello Dolly, notamment au niveau des costumes. Et puis, c'est pas si connu que ça, mais le tube planétaire de Gloria Gaynor, I Am What I Am, vient de la comédie musicale La Cage aux Folles. C'est le moment où Albin, Zaza, est rejeté par toute sa famille parce qu'il faut plaire à un député conservateur et que bon, le père légèrement maniéré, ça passe. Mais alors Zaza, beaucoup trop efféminé, c'est hors de question pour le fils qui va se marier et on demande à Albin, Zaza, de ne pas venir au dîner de famille. C'est là qu'en montant sur scène, il arrêtera la musique et dira « I am what I am ». Je suis comme je suis. Je suis ma propre création. Le soleil se couche, je viens d'arriver à Regent's Park où on peut admirer le magnifique jardin de Queen Mary's Rose Garden. The Queen Mary's Rose Garden. Pas facile à dire. Et je vais voir si je peux trouver un petit truc à manger pas très loin du théâtre. J'ai l'impression d'être à Nanterre. On marche tous dans la même direction, dans le noir, avec 3 lampadaires. Et on est des centaines à essayer de trouver un métro. Mais juste pour vous dire que je suis à ça de Bray. Un petit peu Bray pendant le spectacle quand même. Finalement, après toutes ces années d'attente, tellement ému. Et ce spectacle est tellement nécessaire encore, qui a été créé en 83, une pièce écrite en 73. Et là en 2023, 50 ans. 40 ans. Chaque chanson, chaque scène, tout résonne encore aujourd'hui. Et c'est assez dramatique que ça résonne encore aujourd'hui. Je voulais introduire ce jour 2 ici, mais un petit peu beaucoup de monde. On va juste prendre le métro à Westminster, que je trouve pas. Oh yeah, Westminster Station. Aller au Victoria and Albert Museum. Je suis un petit peu claqué parce que je viens de me rendre compte que hier j'avais marché 18 km. Voilà. Le Roi Lion. La statue que vous voyez juste ici derrière moi, c'est une jeune fille, random, en jogging, basket, qui est une œuvre de Thomas G. Price, qui symbolise en fait toutes les personnes qui ne sont pas habituellement représentées dans l'espace public et qui pose la question tout simplement de qui peut-on représenter, qui peut-on glorifier en statue. Nous sommes au Victoria and Albert Museum pour aller voir l'exposition Diva. L'ambiance dans les musées à Londres est quand même incroyable. La mauvaise nouvelle, c'est que l'expo Diva est complète jusqu'à mardi prochain. Or, je pars dimanche et je n'avais pas réservé, évidemment. Donc, c'est un peu une déception parce que ça aurait fait un super contrepoint avec les spectacles que je vais voir pendant ce week-end, notamment sur la question des divas, drag queen, etc. Bon, j'ai quand même trouvé de quoi me consoler. Il y a une salle dédiée aux costumes de théâtre. Bon, je suis maudit. Ce soir, je suis ici à Soho Place pour aller voir Brokeback Mountain, une pièce avec de la musique et pas une comédie musicale. Je suis pas tout à fait sûr de saisir la nuance pour l'instant, mais je pense que je le saurai une fois que je l'aurai vu. C'est adapté non pas du film, mais de la nouvelle de Annie Proulx, sur laquelle déjà était basé le film. Et alors, vous pouvez le voir derrière moi, c'est-à-dire ici et à peu près sur tous les écrans ici. C'est un méga succès critique. Les quelques personnes que j'ai croisées à Londres, à qui j'ai dit que j'allais voir ça, m'ont toutes dit qu'elles l'avaient déjà vu ou alors qu'elles avaient des amis qui l'avaient déjà vu et qu'elles ont trouvé ça génial. Donc j'ai hâte de voir ça. Et là, je sors de chez le coiffeur et je suis pas totalement convaincu par ce truc. Ok, c'est parti pour un petit retour à chaud. Longtemps j'en ai pas fait. Bon, évidemment j'ai un petit peu pleuré à la fin. Le film c'est un lointain souvenir quand même. Il me semble qu'effectivement l'adaptation est beaucoup plus proche d'une courte nouvelle parce qu'il y a beaucoup moins de dialogue, il y a beaucoup moins de texte. Et je pense que le film avait pris beaucoup plus de liberté. C'est une histoire d'amour qui est non dite. D'ailleurs il se le répète régulièrement que voilà, je suis pas queer, je suis pas gay. Ce qui marche très très bien dans cette mise en scène, c'est ça, c'est le côté non dit de deux mecs qui sont heureux de se retrouver, deux potes qui vivent quelque chose d'hyper fort. Ils savent que c'est pas possible, et pourtant ils vont tout faire pour le faire, jusqu'à prendre des risques, jusqu'à aller s'embrasser lorsqu'ils vont se retrouver 4 ans après Brokeback Mountain.
à la vue de la femme de Ennis. Pièce avec musique, pourquoi? Parce que il y a un orchestre sur scène qui chante des chansons de country, de folk, qui apporte une dimension étonnamment hyper cinématographique. Il y a énormément de moments musicaux où l'action se déroule sans aucun mot. C'est le condensé de cette pièce, c'est de ne pas dire les choses. C'est des gens qui ne se parlent pas, qui ne se disent pas les choses, qui vivent leur vie, qui souffrent leur vie sans rien se dire, jusqu'à la fin tragique, où encore une fois on ne dit rien, on vit des choses, on sent des choses, on sent littéralement des choses. Cette scène du film dont je me souvenais vraiment, où il va récupérer une chemise dans la chambre de Jack après sa mort, et il la sent. Cette scène elle est à l'identique ici et c'est bouleversant parce que rien n'est dit. Jeu de scène hyper malin avec des éléments de décor qui s'enfoncent dans le sol, qui ressortent. Par rapport au film justement où il y a tous ces grands paysages, ces scènes dans le lac, cette montagne, je me demandais vraiment comment on allait pouvoir ressentir ça et en fait ça marche très très bien parce que finalement ce qui compte c'est la liberté que donne cet espace et les moments où ils sont le plus libres sur scène, on comprend tout de suite qu'ils sont en pleine nature et les moments où les corps sont beaucoup plus contraints, les corps sont beaucoup plus normés et dans l'hétérosexualité, dans la masculinité, c'est les moments où ils sont dans la société. C'est hyper bien senti, les deux acteurs sont absolument merveilleux. J'ai oublié leur nom, c'est écrit derrière moi, Mike Feist et Lucas Hedges. Sont vraiment incroyables et très très beaux en plus, qui ne gâchent rien. J'ai quand même eu un tout petit peu de mal avec l'anglais parce que notamment Jack nous cale un bon accent de cow-boy et alors il y a des moments où mon anglais n'est pas assez bon pour comprendre ce genre d'accent. Donc je comprends le succès. Toutes les reviews, c'est du 4 étoiles. A hit. Aujourd'hui, c'est matinée au Tate Modern et je suis hyper content parce que sur le chemin, j'ai réussi à me dégoter des places pour un autre spectacle cet après-midi puisque ce soir, donc, je vais voir A Strange Loop et je me suis dit c'est con quand même, aujourd'hui il y a pas mal de matinées. Est-ce que j'irai pas voir un 4e spectacle en 3 jours? Oui, évidemment. J'hésitais entre plusieurs trucs, notamment Moulin Rouge, notamment Frozen. J'hésitais aussi à revoir peut-être Wicked que j'ai vu il y a plus de 10 ans ou Le Roi Lion que j'ai vu seulement en France et jamais en anglais. Et puis en fait j'ai vu qu'il y avait Guys and Dolls, qui est une vieille comédie musicale des années 50, qui est un revival. Autant je sais que Moulin Rouge, Wicked et Le Roi Lion, je pourrais les voir encore dans 1 an, 2 ans. Autant Guys and Dolls, je pense pas que ça reste à l'affiche si longtemps. Donc je suis très content, j'ai obtenu des rush tickets. Je viens de me rendre compte que c'est des standing rooms, donc je vais être debout pendant tout le spectacle. Et puis pour l'instant, bienvenue au Tate, on va faire un petit tour. Il est maintenant temps de rejoindre The Bridge Theatre pour aller voir Guys and Dolls. C'est une comédie musicale écrite en 1950 par Abbey Burroughs et Joshua Ling, avec musique et paroles de Frank Lauster, qui n'est pas la comédie musicale la plus féministe qui soit, puisqu'il est question de mecs qui adorent parier, qui font de leur vie un immense pari, et notamment un pari qui implique la séduction de femmes, d'où le titre, des mecs et des poupées. On a une bonne réduction de la femme. Mais je suis quand même assez confiant pour que ce revival ait un petit twist dans la mise en scène qui nous fasse lire différemment cette histoire. Je vous avoue que c'est pas la comédie musicale que je connais le mieux. Il y a une chanson qui est très connue, qui est Luck Be a Lady. Luck Be a Lady Tonight. Puisqu'elle a été beaucoup chantée par Frank Sinatra notamment. Je peux pas rentrer dans le théâtre tout de suite, il faut que je mange mes petits Reese que je m'étais acheté au peanut butter parce que y a un des cast members qui est sévèrement allergique aux noix. Donc on n'a pas le droit d'entrer dans le théâtre avec des choses qui contiennent des noix. Je savais que j'avais un standing ticket, mais je savais pas que c'était un ticket immersif, c'est-à-dire que je me retrouve sur scène, enfin dans le spectacle visiblement, si j'ai bien compris. Bon, en fait, je suis assez content pour l'instant parce que je trouve l'immersion assez folle. On est carrément sur scène à Broadway avec toute la signalétique, la circulation, des vendeurs, des hot dogs à acheter. On peut acheter des hot dogs là-bas. Complètement dingue. J'ai hâte de voir parce que je pense que tout ça va se soulever. Et en même temps, je me sens un tout petit peu observé par le public qui est juste tout autour de nous. Je viens de me faire engueuler parce que je me suis accroupi. Et j'avais pas vu, regardez, l'orchestre est juste là, au premier balcon, ici. Entr'acte. C'est très sucré, on va dire, c'est très comédie musicale et ça c'est super. Les lumières, le staging, tout ça c'est vraiment incroyable. D'ailleurs c'est drôle parce que je lisais la critique du Guardian
qui disait que les gens qui avaient choisi les billets promenade, les billets immersifs comme moi, devaient sûrement mieux expérimenter, vivre le moment, parce qu'on pouvait se sentir un peu à distance lorsqu'on était assis dans les gradins. Alors non, non, parce que quand même, quand tu es par terre avec eux, quand même une dizaine de personnes déguisées en flics qui passent leur temps à te dire de te pousser, de t'enlever parce qu'ils doivent enlever une table, parce qu'il y a une scène qui va monter. En fait, il y a à peu près 8 scènes qui s'enfoncent et remontent du sol, et c'est en permanence en train de bouger. Donc le public est sans cesse en train de se déplacer pour que les décors se fassent, etc. Puis on a tous les techniciens qui nous passent devant pour installer des choses. Donc c'est immersif jusqu'à un certain point. Après sur les sujets, ouais, je disais que c'était pas très contemporain, pas très féministe. Et effectivement c'est le cas, même si les personnages féminins sont joués d'une manière plus contemporaine, je trouve. Ça reste quand même une fille. Par exemple, il y a une scène où quand même elle boit de l'alcool contre son gré, et c'est ça qui va lui permettre de se lâcher. On est dans des univers de cabaret où les filles doivent être très jolies, très sexy, les hommes ont le pouvoir. Bon, voilà, là-dessus, il n'y a pas eu de gros twist dans l'histoire. Ça s'est terminé en complète soirée avec les acteurs, c'est génial. Voilà, à l'entracte, j'étais un peu mitigé, et en fait, c'est quand même un très grand musical qui a vraiment tous les codes du musical. Il y a un cast qui est vraiment incroyable. Alors, j'ai pas les noms, mais alors, voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais dire lui ou elle, et puis je mettrai la photo et le nom. Mais genre, lui, il nous a fait un numéro de dingue avec plusieurs reprises. Il jouait avec l'orchestre, il faisait applaudir le public. C'était une performance incroyable. Elle, masterclass dans le genre, on a envie de la voir dans un diva musical tout de suite, et je crois que je la connais. Il y a un vrai truc de oh oui, ça, il y a le lampe de je suis dans ce sens-là, alors que en fait il y a une super vue derrière moi pour faire ce vlog. C'est hyper coloré, je me suis beaucoup plus pris au jeu du côté immersif pendant la deuxième partie, peut-être parce qu'il y a moins de dialogue, il y a plus de numéros musicaux, on est invité à danser. Je crois qu'en même temps dans la première partie aussi il y en a, je sais pas. Donc oui, il y aurait peut-être quelques petits ajustements à faire sur les rôles féminins notamment, dans la direction d'acteurs, ou je ne sais pas trop comment on pourrait twister tout ça, mais c'est du grand classique, bien mis en scène avec les outils d'aujourd'hui, tous ces trucs de néon qui descendent en permanence des cintres pour signifier les lieux où on est. Finalement, il y a assez peu de décors qui se mettent sur scène, ce jeu d'estrade aussi à chaque fois. Ah, ça fait du bien. Mais je pense que cette finale aussi, là, ça m'a complètement emporté. Direction le Barbican Center pour aller voir A Strange Loop. A Strange Loop, c'est une comédie musicale écrite, composée et paroles aussi par Michael R. Jackson. Rien à voir avec Michael Jackson. C'est une pièce qui a remporté le Tony Award du meilleur musical en 2022 et surtout avant le prix Pulitzer pour la catégorie théâtre en 2020. Ça. La version londonienne, elle est là pour très peu de temps. C'est pas du tout un show qui s'installe sur le long terme dans le West End. Ce soir, je suis pas dans le West End, je suis Barbican donc, et qui est un lieu avec un peu plus une programmation entre guillemets pointue. En tout cas, les spectacles restent pas à l'affiche pendant un an complet, et ça se ressent complètement sur le décorum. J'ai vraiment l'impression d'être dans une de nos grandes maisons de la culture, une grande scène nationale, parce que, enfin, je sais pas, les couleurs, le sol, la signalétique, les toilettes aussi. Les choses sont beaucoup moins commerciales ici. Il n'y a pas de petits trucs partout pour faire des dons, il n'y a pas de boutiques partout pour acheter le programme. Il n'y a pas non plus des hôtes et hôtesses d'accueil qui sont là à nous vendre des chips, du popcorn ou du coca. Non, on est juste là à attendre dans un hall pas très animé, très très grand. Et c'est assez drôle le contraste. Tellement beau ce spectacle. Je regrette mais tellement pas de l'avoir vu. C'est tellement différent d'un Broadway musical classique. Ça a une forme de seul en scène puisque finalement le personnage principal, Usher, on le suit
dans son monologue, dans son imaginaire, il est juste accompagné d'un chœur avec lui, et le chœur joue un peu tous les personnages qui gravitent autour de lui. Mais ça peut être des personnages à la fois de sa vie, à la fois des personnages imaginaires, à la fois ses voix intérieures qui lui parlent. Musicalement, c'est dingue. On sent vraiment l'auteur, Michael R. Jackson, que je pense que c'est un grand fan de comédie musicale et c'est quelqu'un qui a dû beaucoup exprimer ses émotions en piochant des chansons dans les comédies musicales. Tout est parfaitement juste, c'est-à-dire que chaque émotion est retranscrite musicalement comme si on était allé chercher dans les plus grands divas musicals la chanson qui reflète son émotion à cet instant. C'est quelque chose qu'avait décrit John M. Plum dans son livre Something for the Boys, que tous les gay men, c'est difficile de parler en français et en anglais en même temps, que tous les fans de comédie musicale gays pouvaient s'identifier dans les divas musicals, parce que finalement un diva musical c'est quoi? C'est généralement l'histoire d'une fille qui a une vie un peu misérable et qui à travers son histoire va faire des rencontres et va devenir complètement flamboyante. Et là il y a des canards. Pardon pour cette petite pause animalière. Bizarre, c'est des canards au milieu de cette fontaine. Et donc là, oui, on retrouve toute l'essence de ces comédies musicales-là, puisque c'est ça, sa vie. Donc c'est ça, c'est un garçon gay, noir, gros, qui raconte ce qu'est ce parcours de vie lorsqu'on a ces trois caractéristiques, c'est cette multidiscrimination avec aucun endroit safe, que ce soit dans la communauté gay où il est fétichisé pour sa couleur de peau, ou fétichisé parce qu'il est gros, qui raconte la discrimination qu'il peut vivre dans sa famille, qui est extrêmement croyante et religieuse. C'est assez fantastique d'avoir ce ton aussi, qui est un ton qu'on n'a jamais entendu sur les scènes de Broadway, qui joue de ça d'ailleurs rien qu'au début, quand il soumet la première version de son manuscrit, parce que donc il y a une vraie mise en abîme. Hein. Donc ce mec gay, gros, noir, qui écrit une comédie musicale à propos d'un mec gay, gros, noir, qui lui-même écrit une comédie musicale à propos d'un mec gay, gros, noir, etc., etc., etc. Et quand il soumet ce manuscrit, on le voit le proposer. Là, il y a tout le chœur qui incarne des producteurs blancs. Alors, tout le cast est noir, mais il joue par moments des personnages blancs. Il y a ce moment très drôle où tout simplement, un des producteurs lui dit « Ah non, mais tu peux pas dire le N-word dans une comédie musicale, jamais, c'est pas possible. Attention, il y a quand même des blancs qui regardent. » Et tout le spectacle est comme ça, avec une grande simplicité, mis à part à un moment que j'ai trouvé assez fou d'ailleurs, qui m'a beaucoup fait penser à ce que dit Eva Doumbia sur son spectacle Le Yinche. Puisque donc on a une scène très simple, très Broadway, avec des belles lumières, etc. Et à un moment, d'un coup, spoiler, il y a un appartement qui apparaît, appartement hyper réaliste de sa famille, avec tout, c'est-à-dire un peu de bazar, des choses qui traînent, pas du tout un appartement idéalisé. Et c'est exactement ce que disait Eva Doumbia sur la pièce Le Yinche. Elle disait que ces intérieurs-là étaient jamais représentés sur scène. L'intérieur d'une maison familiale, d'une famille noire, américaine, etc. Bref, c'est plein d'inventivité, c'est extrêmement beau et je suis ravi, mais alors tellement ravi de l'avoir vu. Je suis juste plein d'émotions et plein de gratitude parce qu'un tel show existe en fait. Ah oui, et pourquoi je disais aussi qu'on sent qu'il s'est nourri de Diva Musical, c'est aussi parce que c'est un des propos de la chanson. Il compare la pièce qu'il est en train d'écrire à l'histoire d'une white girl, d'une fille blanche. On sent la projection du personnage, dans ces canevas dramatiques que sont les Diva Musical. Par contre, je suis totalement paumé moi ici. C'est immense. L'impression de sortir de la bague de Créteil. C'est par où Créteil Soleil s'il vous plaît? Dernier jour à Londres et avant de partir, une petite visite. Et la thématique, c'est LGBT+ and Queer History. Donc on part pour une petite promenade de 2 heures à Londres pour marcher dans les pas de l'histoire LGBT+ et queer londonienne. C'est uniquement les dimanches. London with a Local, c'est quelque chose où on s'inscrit, c'est gratuit. Et à la fin de la visite, on donne ce qu'on veut. Donc je teste ça pour clôturer ce séjour très gay. Le voyage à Londres s'arrête ici, la visite était fantastique, je vous recommande si vous venez à Londres. Ça s'appelle London with a Local. Il y a différentes thématiques, ça vaut vraiment le coup. Le guide Marc était hyper sympa. C'est une visite pendant laquelle on traverse bien sûr le quartier de Soho. Pas tant pour visiter Soho que pour revenir à des endroits stratégiques sur l'histoire, la construction de ce quartier, les droits des personnes LGBTQ+ au Royaume-Uni. Donc il y a vraiment un aspect historique, c'est assez passionnant. Moi j'ai récupéré mes affaires, je suis à Saint-Pancras, direction l'Eurostar.